Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Talkback GP, un numéro consacré bien évidemment au débriefing de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui nous a valu ce dimanche et encore des rebondissements, ça n'arrête plus. Alors, avant de retrouver mes compères, on va saluer notre partenaire Longlab que l'on a retrouvé. Alors, non pas que l'on l'avait vraiment perdu, mais la Poste nous a joué quelques petits mauvais tours pour nous délivrer les derniers circuits de la saison. Donc, je vous rappelle, vous commentez tout au long de l'émission et dans le fil des commentaires, on tirera au sort un commentaire et vous recevrez ce tracé du circuit de Misano qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Et pour débriefer, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Alors Michel, on va poser le cadre. Hein. T'es pas puni, t'es pas au coin, t'es simplement entre deux avions puisque on le sait. Là, on va enchaîner trois grands prix. C'était le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il va y avoir l'Indonésie et le Japon dans la foulée. Donc là, tu es entre deux avions et tu es en stop à l'aéroport. Et ce qui explique aussi l'absence de Thomas qui lui est encore dans son avion. Il est toujours pas arrivé à son escale. Mais on va vous retrouver tous les deux en Indonésie, c'est sûr. Sûr, écoute, on sera sûr quand on y sera, mais oui, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ouais. Bon, en tout cas, on l'espère, on parle pas de malheur, bien évidemment. Bon, Michel, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui nous a offert un scénario incroyable. Alors, on va tout de suite parler du vainqueur du jour. Hein. On va parler d'Enea Bastianini. On reviendra sur les rebondissements de ce week-end de folie pour l'acte 2 de Misano. Alors, Enea Bastianini, on le savait, hein, il était de plus en plus menaçant, etc. Il a fait une course parfaite ce week-end. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est un nouveau coup d'éclat ou est-ce que ça y est, définitivement, Bastianini peut s'inscrire dans la durée pour animer cette fin de championnat? Écoute Eric, si on reprend les résultats depuis le début de la saison, hormis Barcelone où il termine 18e parce qu'il avait été pénalisé d'un tour long qu'il n'a pas respecté, il n'a jamais quitté le top 5, Bastianini. Donc on peut considérer qu'il est là depuis le début de saison. C'est sa deuxième victoire. La précédente, c'était Silverstone cet été. Donc voilà, il était sur le podium également sur la course. Bon, on va dire Misano 1, hein, puisque Oui, sinon on va c'est parler entre comme ça. Ouais. voilà, Grand Prix de Saint-Marin, Grand Prix d'Émilie-Romagne, on va dire Misano 1, Misano 2, ça sera plus simple. Donc voilà, là il enchaîne deux podiums chez lui, c'est voilà première victoire à domicile. Donc moi je pense que c'est pas une surprise, hein, c'est un pilote qui est là, qui est régulier et qui on a dit qu'il pourrait profiter de la rivalité entre, notamment entre Martin et Bagnaia, et puis aussi éventuellement celle de Marquez, hein, qui est là aussi au coup par coup, mais enfin qui reste un candidat à la victoire. D'ailleurs, Marquez est à un point de Bastianini au classement. Bon, bref, ces quatre pilotes peuvent tout à fait encore prétendre au titre, sachant il reste quand même six courses qui, on l'a déjà dit, hein, aux quatre coins du monde. On risque d'avoir des conditions météo particulières et on aura encore des coups de théâtre. Donc, ouais, rien n'est fait aujourd'hui, même si, évidemment, Martin et Bagnaia gardent un petit avantage de par leur régularité et leur nombre de victoires. Après, est-ce que Bastianini, compte tenu, comme tu l'as dit, des coups de théâtre, on va y revenir encore une fois, peut avoir, peut-être son mot à dire sur la longueur, dans la course au titre? Ou est-ce que tu penses que même si mathématiquement ça reste jouable, ça va être compliqué, pour lui? Bah, il est un poil moins rapide que Pecco et Martin, c'est clair, et que Marquez aussi, mais Marquez, c'est toujours un peu compliqué de juger par rapport du fait qu'il n'a pas tout à fait la même machine que les trois autres. Donc voilà, c'est un peu un cas à part. Mais après, voilà, Bassani, il est peut-être un poil moins rapide que les deux autres, mais voilà, comme j'ai dit, il est super régulier. Donc moi, je pense qu'il c'est pas le favori, mais il faut pas l'écarter. Ouais, c'est le genre de pilote qui pourrait profiter, des rebondissements et des erreurs de chacun, puis comme tu le disais, parce que finalement, comme il est hyper Mm. régulier, il marque des gros points à chaque fois et comme les autres en perdent des gros aussi, ça pourrait lui sourire en fin d'année, d'autant que, on va passer par la Malaisie et si j'ai bonne mémoire, l'an passé, il s'était aussi imposé en Malaisie. Il avait été, impressionnant de régularité et de performance là-bas. Oui, et puis Eric, il récupère pas des points par la grâce de Dieu, hein. Non, non, bien sûr. La victoire hier, il est allé la chercher, celle à Silverstone aussi. Donc c'est un pilote qui est quand même combatif, qui est pas Mmh. simplement attentiste. Donc oui,
on peut compter sur lui. Et puis je pense qu'il a envie de, voilà, comme Martin, il sait que l'année prochaine, ça sera plus compliqué avec sa KTM. Donc, il veut profiter au maximum de cette Ducati qui est de loin aujourd'hui la meilleure machine du plateau. Voilà, il va essayer de gagner des courses. Et si le titre peut lui sourire à la fin, évidemment, ça sera un plus. Mais je pense qu'il a surtout envie de gagner le maximum de courses qu'il va pouvoir d'ici la fin de saison. Mmh. Alors comme tu le dis, c'est un pilote volontaire, on va y revenir dans quelques instants et évidemment quand on parle de Bastianini par rapport à ce Misano 2, eh bien on parle aussi, de Jorge Martin. Alors Jorge Martin, il a quand même été très impressionnant hier, il a été, aux avant-postes quasiment, toute la course, hein, il a fait 25 tours en tête, on va dire. Heu, Est-ce qu'on peut dire que c'est un perdant heureux ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de frustration hier? On va revenir, hein, sur l'incident un petit peu plus tard, mais d'abord le cas de Martin en lui-même. Globalement, ces 20 points, ils sont excessivement importants pour lui, non? Oui, oui, c'est important, mais il y avait plus de frustration que de satisfaction à l'arrivée de la course pour lui. Parce qu'il a l'impression qu'on lui a volé sa victoire. Est-ce que tu penses que, justement cette frustration, elle a été aussi exacerbée par rapport au fait que le samedi, il s'est fait vraiment dominer, par Pecco Bagnaia, et qu'il s'attendait peut-être pas forcément à cette On- extrême domination de Pecco et que le dimanche, il voulait vraiment gagner et que c'est là où ça génère le plus de frustration par rapport à ce rapport de force qu'ils ont entre Pecco et lui? Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il n'a pas été surclassé pour Bagnaia la veille. Si Bagnaia le double, c'est aussi parce qu'il fait une erreur. Et cette erreur, il a expliqué, elle est due à la distraction que lui a procuré le message qu'il a reçu parce qu'il était sorti. Et voilà, on l'a averti il avait excédé les limites de la piste. Mmh. Donc, il a été distrait parce que ce message est arrivé à un moment où il pas dans un virage. Et du coup, voilà, il s'écarte et Bagnaia en profite pour passer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment très très proches, hein. On le répète à chaque débrief, cette histoire, mais en termes de pilotage, ils sont très proches. Martin est un peu plus explosif que Pecco. On le voit sur les sprints, sur les départs. Euh, mais, euh, mais je pense que la frustration était pas tant par rapport au samedi que par rapport au dimanche, parce qu'en plus, il savait que avec le pneu médium avec lequel ils sont partis dimanche, il se sentait mieux qu'avec le soft du samedi. Donc, il pensait vraiment gagner cette course. Et c'est vrai que voilà, après le dépassement de Bastianini, il n'a pas vraiment plu, quoi. Mmh. Donc du coup, là, au championnat, il se retrouve avec 24 points d'avance, Martin. C'est un scénario qu'on a déjà connu. Est-ce que, tu as pu, discuter avec lui sur ce genre de choses? J'imagine que lui, il est loin de s'enflammer et qu'il considère que pour l'instant, rien n'est fait. Il faut surtout pas s'emballer et qu'il faut prendre les courses les unes après les autres, d'autant qu'elles vont vraiment s'enchaîner là. Oui, bah oui, il peut le dire, Eric. Effectivement, en effet, il reste 6 courses entre les points du dimanche et du samedi. Voilà, il a commis des erreurs par le passé. Alors, il se réjouit aujourd'hui de au moins d'en commettre beaucoup. Pour ça, ils ont trouvé. Il était resté après l'Allemagne, on se souvient qu'il était un peu perdu, il Mmh. comprenait pas vraiment pourquoi il était encore tombé. Toujours pareil, hein, perdre de l'avant à un moment donné alors qu'il est en tête. Donc, ils ont travaillé sur les réglages de sa moto pour lui donner un petit peu plus de confort, le mettre un peu moins sur la limite. Donc, il dit qu'il est peut-être un peu moins rapide que ce qui pourrait, son potentiel pourrait lui permettre d'être. En revanche, il est plus en sécurité. Donc, il est moins sur la corde raide. C'est aussi ce qui fait un vrai client pour la fin de saison. Voilà, est-ce qu'il va gérer? Après, on peut pas gérer 24 points d'avance quand il reste autant de courses, mais Mmh. c'est sûr qu'en tout cas, pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. On va voir ce que ça donne dimanche en Indonésie. On se souvient que l'an dernier, il était tombé, il était en Oui, tête avec 3 secondes d'avance, donc ça, il s'en rappelle. mmh, Il a envie de gagner et ouais. de rattraper sa boulette de l'an dernier. Donc, voilà, ça serait intéressant de voir ce que ça donne aussi dès la semaine prochaine. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, mais tu as répondu. C'est bien, là, en Indonésie, où il avait fait sa boulette, où il était effectivement largement aux commandes et il était tombé. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir, suivre évidemment. Alors, on a parlé, Bastianini, pardon, on a parlé de Martin et évidemment, on va parler, Michel, de ce fait de course, de cette attaque de Bastianini sur Martin dans le dernier tour.
Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de décision de la direction de course. Alors, j'allais te poser la question en disant, est-ce que pour une fois, la direction de course a pris la bonne décision de ne pas sanctionner? Je pense que les 2 points de vue sont recevables. Voilà, si on dit qu'on attend du spectacle et des dépassements, donc forcément, ce genre de manœuvres, elles peuvent arriver. On sait que Misano, c'est un circuit compliqué pour doubler. Il y a 2 virages, dont le 4e, celui où Bastianini est passé, c'était le dernier tour, donc c'était sa dernière chance d'essayer de doubler. Après, le problème, c'est qu'il relâche les freins quand il arrive au point de corde, et là, lui, il écarte pour pas qu'il y ait d'accrochage. Martin écarte aussi, il sort de la piste. Même si on regarde bien, Bassiani va mordre légèrement à l'extérieur. Donc voilà, c'est limite. Et dans ce sens-là, c'est vrai que quand on a posé la question à plusieurs pilotes, je pense que Marquez a eu un jugement qui était assez rationnel, de dire que s'il y a un dépassement et que le pilote sort de sa trajectoire, sort même de la piste, il doit rendre la place qu'il a prise. Mmh. Voilà, donc Ouais. c'est toujours pareil. Après, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une faute. Il n'y a pas une règle vraiment qui permet de dire, bah, ça, c'est une interprétation. Donc, Mmh. Oui, bon, c'est il y a pas toujours eu, su s'il y avait eu un accrochage, ça aurait été plus compliqué. Là, voilà, il perd. En plus, comme tu l'as dit, il prend quand même 20 points à Bagnaia qui, lui, est tombé. Donc, au final, mmh. c'est vrai que sur le moment, il était très contrarié, mais bon, on l'a vu, il a félicité quand même Bastianini. Oui, oui. Mmh. Voilà, il n'y a pas eu de. Et même, voilà, c'est vrai qu'en conférence de presse, après, il a dit voilà, moi, je donne mon point de vue. Pour moi, il aurait dû rendre la position. Maintenant, il y a une décision qui a été prise, je l'accepte, mais j'espère, comme il l'a dit, j'espère juste que si d'aventure c'est moi qui fais un dépassement comme ça et qu'il se passe la même chose, je ne serai pas sanctionné. Oui, c'est ça, c'est que en fait, ça ouvre la porte à un précédent et que c'est d'ailleurs, ironiquement, c'est d'ailleurs là-dessus que jouait, l'équipe Pramac, Gino Borsoy notamment, en disant que bon, bah, maintenant on savait que ce genre de dépassement était réalisable. C'est surtout là où on en fait, on critique, on ne remet pas en cause la sanction, mais on prévient d'une certaine façon la direction de course en disant: «Attention, vous avez ouvert une porte, maintenant s'il se passe la même chose, faudra être cohérent avec votre décision». C'est surtout par rapport à ça, en fait. Tout à fait, tout à fait. Après aussi, je pense que si d'aventure, Bagnaia avait fait chuter, Martin, je pense que là, il y aurait eu sanction. Effectivement, comme tu le dis, on est sur une course de moto, il y a forcément des contacts. Les 2 étaient à la limite parce que même Martin, hein, il a repoussé son freinage, hein. Je suis pas certain qu'il aurait pu tourner, et prendre le point de corde aussi parce que la moto bougeait, vraiment beaucoup. Donc et comme tu le dis, c'est en fonction de chaque camp, c'est une interprétation un peu différente. Oui, 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 mais après, je pense que, Martin tournait normalement, hein. Là, c'est Bastianini qui l'oblige à écarter. Donc, Mmh mh. après, il a vu une ouverture, il est allé. Est-ce que l'ouverture était suffisante pour y aller? Voilà, je suis pas arbitre, hein, donc il y a des arbitres, on va respecter leurs décisions. Ça me rappelle une, Enfin, en tout cas, je suis bien content de pas être à la place ni de Spencer ni de Simon Graffard l'année prochaine, parce que je pense que c'est quand même en plus, c'est des décisions qu'on critique énormément. Enfin, la direction de course, le collège des commissaires qui a sanctionné, mais c'est vrai que c'est pas à leur décharge. Il faut juger ça très très rapidement, et mmh. c'est pas toujours évident. Ouais. Ça me rappelle quand même une certaine arrivée, d'un Grand Prix d'Argentine entre Capirossi et Harada, et Randy Mamola à l'époque avait déclaré: «Oui, mais c'est un pilote, il a vu l'ouverture, vous laissez une porte entrouverte, un pilote va se jeter dedans». Et bon là, l'issue, de l'accrochage entre Capirossi et Harada, c'était moins bien terminé pour Harada que pour, Martin, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Il y avait une ouverture, il s'est jeté dedans, quoi, voilà. C'est un fait de course. Voilà. Après Bastianini, pardon, Bagnaia, à qui on a également demandé son avis sur l'incident, a dit qu'il ne voyait pas de problème, dans le sens où Martin avait déjà fait des dépassements sur lui, Mmh, enfin, même type de dépassement. Donc, ouais. voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on était en Italie, voilà,
toujours une guéguerre entre les Italiens et les Espagnols, Mm. à laquelle malheureusement nous ne sommes que spectateurs, hein, parce Ouais. qu'on est un peu relégués au rang, au fond de la salle, nous. Ouais, mais bon, en tout cas, ça fait du spectacle et on va certainement pas s'en plaindre. Alors justement, tu parlais de Pecco Bagnaia. On va justement s'intéresser au cas du double champion du monde. J'ai envie de dire, est-ce que Bagnaia a joué son dernier joker sur cette chute? Après, on reviendra sur les raisons éventuelles de la chute, mais d'un point de vue du championnat, est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'il a brûlé son dernier joker? Ça veut dire quoi, brûler son dernier joker? Bah, Et qu'il reste que globalement Ah maintenant, non, il a quand même fait, pas mal d'erreurs, même ah, si il en il, a su- il fait pas suffit, mal dans les il années précédentes. suffit, il suffit qu'il gagne une course dimanche prochain et que Martin tombe et il est en tête du championnat. Donc, Mmh. il a fait plusieurs erreurs, c'est vrai, mais pas tant que ça en même temps. Ce qui est Ouais, impressionnant, c'est quelques-unes. sa Je suis en train de sérénité quand jeter un œil même. sur le classement. Mmh. C'est pour Bah, ça, enfin, quand tout à l'heure j'ai dit en course sprint, il avait été, peut-être que Martin avait été, frustré par rapport à l'arrivée de la course sprint, mais c'est vrai que, heu, Bagnaia, on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de choses qui a d'emprise sur lui. En tout cas, il le laisse pas transparaître et ça, c'est vraiment impressionnant et tu avais vraiment l'impression ici, sur ce Misano 2 qu'il voulait vraiment remettre les pendules à l'heure, remettre l'église au centre du village par rapport à ce qui s'était passé sur Misano 1 et on le sentait vraiment très, très fort, quoi et c'est ça qui est surprenant. ah oui, il a été fort samedi et voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? En tout cas, hier soir, personne ne le savait. Donc, lui a incriminé ses pneus Mmh. en disant que il était bien sur le début de course et puis ensuite les pneus ne fonctionnaient pas. Et puis après 15 tours, ils sont mis à fonctionner et c'est là qu'il fait le record du tour en course. Il remonte, puis il tombe. Là, il dit qu'il tombe, qu'il comprend pas pourquoi il tombe. Il a freiné plus tôt que d'habitude. Il avait 22 degrés d'angle. Donc, il a incriminé une fois de plus les pneus, ce qu'il fait régulièrement, ce qui a mis très en colère évidemment Piero Taramasso, parce que c'est vrai que à force de s'entendre dire que Pecco a une course sur deux un pneu défectueux, euh, voilà, comme le disait hier soir Pierrot, quand on a 1200 pneus par week-end qui sont amenés sur le circuit et chaque fois ça tombe sur lui qu'il y a un pneu défectueux, c'est quand même, et sachant que les pneus sont tirés au sort, encore Bien une sûr. fois, hein. Mmh. Ça, je pense insister parce que on entend ici et là où quand on a le malheur de lire qu'il y a des complots, que c'est Michelin qui décide du prochain champion du monde en donnant le bon ou le mauvais pneu. Encore une fois, les pneus ils sont tirés au sort, les allocations sont tirées au sort. Donc, bref, donc c'est vrai que Michelin, on comprenait pas trop pourquoi qu'un pneu ait du mal à monter en température, ça peut arriver, mais là, le pneu était dans le coup en début de course, puisqu'il fait quand même les 4 premiers tours en tête. Ensuite, il rétrograde. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de réglage sur sa moto, un problème de mapping? Voilà, on en saura peut-être plus le week-end prochain. Je pourrais peut-être vous en dire plus lors de notre prochain débrief, mais hier soir, ça restait un peu. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé, quoi. Ouais. Oui, puis, après a priori, dans ses déclarations, il a aussi rappelé que c'était à peu près le même phénomène qu'il avait eu à Barcelone l'an dernier quand il était tombé et qu'il s'était fait, rouler sur la jambe. Alors que, Michelin avait été assez transparent sur la chose en disant qu'il y avait eu aucun problème de fabrication de pneus et que c'était juste un problème de température et de mise en régime, dans le tour de chauffe. Donc c'est quand même, juste ahurissant qu'on revienne sur ce genre de déclaration et c'est important de le préciser comme tu l'as fait, Michel, parce que encore une fois, les pneumatiques sont tirés au sort. Alors, ils sont pas tirés au sort à l'unité, hein, on est bien d'accord, hein, Michel. C'est un lot complet et chaque lot est attribué par tirage au sort au pilote. Le pilote tire un lot, c'est-à-dire la quantité de pneus disponibles pour son week-end, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est ça, et c'est le team manager qui tire au sort. Donc chaque team manager récupère les pneus pour ses pilotes. Voilà. Ouais, Voilà, donc donc il n'y a pas moyen de glisser un pneu. Voilà, tous les pneus ils sont identifiés, ils ont un code barre, ils sont enregistrés, on sait quand ils ont été fabriqués, sur quelle série, sur quelle machine. Donc bon, tout ça c'est quand même hyper traçable. Donc mmh, voilà, ouais. c'est un Bon, peu c'est un peu curieux et on sait aussi. Enfin, tu as été chez Michelin déjà, tu as vu comment sont fabriqués ces pneus, la machine qui les fabrique. Il y a très peu de possibilités qu'il y ait une erreur sur ce type de construction, quoi. oui, oui et puis bon, bah, c'est effectivement comme tu le dis, glisser le pneu défectueux dans le bon lot pour que, il soit en plus pris, pour la course, on n'est Mais pas loin d'un scénario à la Spielberg.
Ouais, parce qu'en plus, il dit que dans le tour de formation, la moto glissait de l'arrière à la sortie du dernier virage. Après, il glissait de l'avant. Enfin, il a l'air d'être un peu perdu. Donc après, est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il y a eu un problème aujourd'hui, l'électronique de ces machines est tellement complexe, euh, les réglages sont tellement fins avec toutes les assistances, virage par virage, que je sais pas, il peut se passer quelque chose sur la moto. C'est toujours compliqué d'avoir vraiment les raisons. Et puis on sait après que voilà, c'est vrai que quand un pilote s'est mis un truc dans la tête, c'est Ouais. compliqué de. Tu sais ce que c'est, Eric. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Le fait d'incriminer, le facteur pneumatique, c'est, entre guillemets et tu l'as dit aussi, c'est un peu la solution de facilité pour, entre guillemets, dans un premier temps, se décharger la tête et puis après, peut-être se remettre, et se focaliser plus sur les raisons et le pourquoi du comment. Oui, bah après on se souvient aussi de l'histoire de Martin au Qatar, hein. Oui. Euh, il fait patiner son pneu sur la grille. Ensuite, il y a une baisse de performance du pneu parce qu'il a surchauffé. Donc là, lui, il dit j'ai eu un mauvais pneu, mais en fait, à ce moment-là, c'est lui qui met son pneu dans un état, enfin, en situation critique et qui Mmh. entraîne après les problèmes qu'il rencontre. Donc c'est aussi le pneu, mais l'utilisation qu'on en fait, la manière. Enfin, ces pneus, c'est pareil, c'est comme les motos aujourd'hui. C'est une technologie tellement fine que la manière dont on va les utiliser peut changer aussi leur rendement par la suite pour la course. Mmh mh. Et on voit bien d'ailleurs Marquez est venu un peu à la défense hier soir de Michelin en disant que les pneus, il n'y avait jamais de problème de pneus, c'est la façon dont on s'en sert. Mmh. Lui, il n'a jamais eu. C'est vrai que ça serait étonnant que ces mauvais pneus ils tombent soit sur Bagnaia, soit sur Martin, et jamais sur des pilotes comme Marquez ou d'autres. Quoi. Mmh. C'est vrai que c'est curieux. Quoi. Mmh. Ouais, puis ce qui est d'autant plus curieux, comme tu l'as expliqué, c'est que en début de course, il est plutôt performant. Après, il y a cette baisse de régime. Alors, si le pneu est défectueux, je dirais que le pneu, il est défectueux. Quand tu parlais de l'exemple de Martin au Qatar, quand il disait que le pneu, c'était le pneu qui lui avait coûté sa course, il avait été, je dirais, il n'avait pas été compétitif du restant de la course. Là, comme tu l'as expliqué, Bagnaia, il est devant, après il recule, et ensuite, il fait des chronos extraordinaires puisqu'il est quand même, en 30,8 ou 30,9 je crois pour le record du tour en course. Donc si tu veux, c'est un peu incompréhensible par rapport à un pneu qui serait, entre guillemets, hein, qui serait défectueux. Parce que si le pneu est défectueux, il est perfectible et il ne te permet pas de faire ces chronos-là, quoi. Même après quelques tours. Enfin, ça me paraît surprenant, quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, c'est vrai qu'il a pas vraiment une chute de régime quand même. Mmh mh. En fait, c'est au bout de 4 tours, les autres passent la vitesse supérieure et lui, il a du mal à enclencher cette vitesse supérieure. Donc c'est vrai qu'il met un temps avant de Mmh. démarrer. Quoi. Bon, en tout cas, c'est une affaire qu'on suivra et j'imagine qu'on va en reparler, dès le week-end prochain, en Indonésie. Je voulais, avant de faire un petit focus sur Ducati, qu'on évoque le cas de Marc Marquez. Autant sur Misano 1, on l'avait dit, hein, il s'était joué des conditions et c'est ce qui lui avait permis de remporter, le Grand Prix, le dimanche. Autant là, clairement, on a vu qu'il y avait quand même un gap entre la GP24 et la GP23 et d'ailleurs lui-même le reconnaissait, hein, il disait qu'à la régulière, il ferait top 4, top 5 et l'un dans l'autre, bon, cette chute de Bagnaia lui offre le podium, c'est des points inespérés, enfin des points supplémentaires inespérés, mais globalement, il est à sa place là, quand tout va bien pour les GP24, il est à sa place Marquez. Tout à fait. Il l'a dit, hein, il visait le top 4, il visait une quatrième place derrière les trois pilotes de la GP24. Bon, Morbidelli est derrière, mais voilà, il savait qu'il pouvait pas faire mieux. Il l'a dit, hein, et, voilà, que ce soit Aragon ou Misano 1, il a profité de la pluie, dans les conditions de la piste. Après, sur une piste où il y a du grip, le vendredi, il a essayé, le samedi, il a essayé de vraiment, parce qu'il dit, je me sens de mieux en mieux sur cette moto, donc il a essayé d'aller plus loin. Il a refait du marquage, hein, Mmh. c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de la limite pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Il est tombé 2 fois. Et voilà, en course, il savait où mettre le curseur. Il n'a pas fait d'erreur en course, mais il a dit, si j'avais pris plus de risques, j'aurais terminé plus proche du vainqueur, mais j'aurais pas. Voilà, là, je récupère ce podium parce que Pecco tombe, mais Mmh. sinon, au mieux, j'aurais terminé plus près du podium, mais ma place, elle n'y était pas. Oui, c'est ça, Il est il assez aurait lucide, il est assez lucide sur son, mmh, sur son potentiel. Encore une fois, c'est lui le meilleur pilote de la GP23. mmh. Juste, une petite question comme ça, toute bête en passant, Michel. Entre, Bastianini et Marquez, tu vois plutôt qui sur la dernière marche du podium à la fin du championnat?
Encore Je une sais fois, que tu Eric, adores je sais que tu adores les non, non, pronostics, donc mais c'est pour ça. je vais enfin, comme je l'ai dit, on va là en Indonésie ce week-end, a priori, il risque d'avoir pas mal de pluie. Bon, on sait aussi on peut avoir 3 jours de pluie consécutive. Mmh. On se souvient, on a eu beaucoup de grands prix sous la pluie. L'Australie, ensuite, c'est l'hiver, on connaît Philippe Island, il peut faire 10 degrés, avoir du vent, de la pluie aussi. Euh, Après, pareil, Thaïlande, Malaisie, c'est des périodes il peut y avoir toujours des orages qui vont changer l'état de la piste. Il fait chaud, c'est glissant. Valence, ça va être mi-novembre, il y aura peut-être de la neige. Donc c'est compliqué de vraiment aujourd'hui faire des pronostics. C'est vrai qu'avoir une vision sur les grands prix du milieu de saison en Europe, on sait à peu près à chaque fois, même si évidemment il peut toujours pleuvoir, mais on sait à peu près sur quoi ça va se jouer. Là, c'est ces courses de fin d'année, là, il peut se passer beaucoup de Mmh. choses. En plus, c'est aussi des courses qui s'enchaînent. Il y a la fatigue, il y a aussi des pilotes qui sont loin de chez eux, qui ont moins de confort, on va dire. Alors il y en a qui aiment beaucoup ça, comme Johan, qui adore enchaîner les courses, passer d'un pays à un autre, prendre l'avion. Voilà, c'est d'être vraiment dans sa bulle, penser Mmh. moto, penser course. Il y en a qui ont un peu plus de lassitude par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de facteurs sur cette tournée outre-mer, ce qui fait que c'est aussi, moi je trouve ça partie de l'année la plus intéressante, on va dire, au-delà du fait que les titres s'y jouent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc c'est à suivre. En tout cas, c'est passionnant. Ouais. Bon, je note que tu n'as quand même pas répondu à ma question. Mais c'est pas grave, c'était Non, très intéressant. Non, mais je rigole, Michel, t'inquiète. je ne saurais que dire. Ouais, non, et puis de toute façon, on espère, comme tu l'as dit, que bah, pour les scénarios et pour le jeu suspense du championnat, qu'on ait un petit peu tous ces scénarios énoncés différents qui nous permettent à chaque fois de vivre des week-ends pleins et entiers avec des superbes courses. Alors, juste avant de passer à nos pilotes français, on va quand même rappeler l'info du week-end pour Ducati. C'est le titre constructeur, c'est la 100e victoire en Grand Prix pour la marque. Bon, ça permettait aussi, je l'imagine, pour l'ensemble du staff, puisque même l'état-major de Ducati était présent à Misano 2, de pouvoir repartir réjoui de cette manche, de cette deuxième manche italienne hier au soir. Il y avait quand même de la satisfaction. Ah ouais, comment tu veux qu'il n'y en ait pas, Bah oui. Eric, les podiums sont monocolores depuis, enfin, ouais, ça doit faire quoi, 10 courses d'affilée là qu'on n'a plus que des Ducati sur le podium. Mm. Donc évidemment, Daligna, il claque des bretelles, hein, voilà. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les pilotes Aprilia ou les pilotes KTM, ils te disent de toute façon on peut rien faire. Mm. Donc là, il y a une espèce de, autant pendant un temps on s'est dit il se rapproche, on va avoir un peu de variété sur ce podium, mais là, à moins de voilà d'un exploit d'Acosta, ni Espargaro ni Vignales qui semblent avoir un peu baissé les bras, Mm. qui ont beaucoup de mal en qualification. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à part des Ducati, on a du mal. Donc c'est vrai que voilà, pour eux, c'est bien, mais enfin, je sais pas si ça sera plus difficile l'an prochain. En tout cas, ils auront moins de pilotes pour compléter le podium, quoi. Bon, en tout cas, on notera l'expression Daligna claque des bretelles pour se réjouir des Voilà. succès de Ducati. Ça, on verra si justement en Indonésie, il va pouvoir claquer des bretelles. Alors, on va parler de nos amis français et on va commencer par Fabio parce que bah, Fabio, il nous a fait une deuxième Q2 consécutive. Il a fait une bonne course sprint puisqu'il termine septième, si je dis pas de bêtises, hein, pendant la course sprint. Et puis hier, il était en passe de réaliser son meilleur résultat, c'est-à-dire une 5e position à l'arrivée. Et puis, il y a eu cette panne d'essence dans les deux derniers virages. Alors, indépendamment de ce fait de course, est-ce qu'on peut dire que cette fois, la machine est un petit peu mieux enclenchée et qu'on va avoir du mieux, entre guillemets, durable pour Yamaha et pour Fabio, Michel? Écoute, du mieux durable, je sais pas. Voilà, c'est vrai que là, Misano, on l'a dit, c'est un circuit qui lui plaît. Il a été champion du monde, il a fait des belles courses. C'est un circuit qui convient plutôt bien à la Yamaha. Ils ont fait beaucoup d'essais, 2 courses d'affilée. Il a aussi, voilà, depuis Misano 1, il utilise un nouveau châssis et surtout ils sont revenus à un moteur moins puissant qui facilite, avec lequel il a retrouvé un peu l'ADN de cette moto, c'est-à-dire une moto assez agile et qui tourne, qui est plus facile et qui est plus vive à insérer en virage, ce qui lui manquait. Donc voilà, il a reperdu le moteur, mais voilà, il le dit
problème, c'est que dès qu'ils mettent de la puissance, cette puissance. Ah, on a un petit souci de connexion avec Michel, mais je pense qu'on va le retrouver, assez rapidement. Ouais, donc effectivement, comme Michel le disait, hein, c'est cette balance qu'il faut retrouver entre la Yamaha, c'est-à-dire entre son châssis et son moteur. Je crois qu'on a retrouvé Michel. Vas-y, poursuis ton explication. Moteur puissant, moto perfectible, moteur moins puissant, moto plus agile. On peut résumer comme ça? Bah, le problème, c'est chez Yamaha, et c'est un peu le cas d'ailleurs de chez Honda, ils n'arrivent pas à utiliser la puissance correctement. C'est-à-dire que Mmh. dès qu'ils mettent plus de chaud, la moto, elle part en wheeling. Ils arrivent pas. Quand on voit la Ducati sortir des virages, bon, non seulement elle se baisse, on voit se baisser énormément de l'arrière, mais ensuite elle est sur un rail. La roue avant, elle décolle de 2 centimètres et la moto, elle accélère. Ils peuvent vraiment utiliser toute la puissance. La Yamaha, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc chaque fois, ça coupe le moteur. Donc sur chaque accélération, ils Mmh. perdent du terrain. Et c'est ce dont se plaint beaucoup Fabio. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal voilà, entre le châssis, mais surtout le caractère du moteur. Et puis cette gestion d'électronique, c'est là qui semble-t-il est le plus gros problème, quoi. D'accord. Et puis, bah, bon, on va pas revenir sur la panne d'essence, hein, ça change pas la physionomie générale de ce qu'on vient d'expliquer Non. pour Fabio. En revanche, il y a quand même une information qui est passée ce week-end et une information d'importance, c'est que Lynn Jarvis a confirmé qu'effectivement, Yamaha allait certainement abandonner, son 4 cylindres en ligne et qu'on travaillait déjà sur un V4. Oui, 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 il parle du V4. Après, juste une petite parenthèse pour la panne d'essence de Fabio. Le truc qui est le plus amusant dans tout ça, c'est qu'il est tombé en panne d'essence à la sortie du dernier virage, ce qui était arrivé à Johan Zarco avec la IAM Tech 3, Oui, ses ouais, débuts en MotoGP. Mais lui, il avait fini en poussant. Lui, voilà, c'est là, ça. Fabio, il a réussi à passer la ligne. Voilà. Bref, ça, c'était pour l'anecdote. Le V4, oui, oui, Yamaha travaille sur un V4. Maintenant, Honda utilise un V4 aussi, donc je sais pas, enfin, les gens qui s'imaginent que le V4 va tout régler, c'est pas une évidence non plus, quoi. Mmh mh. C'est alors ça va offrir certainement d'autres pistes à étudier pour Yamaha, mais je pense qu'aujourd'hui leur plus gros souci, au-delà de la configuration de leur moteur, c'est encore une fois le combo aéro électronique qui permet d'utiliser la puissance, parce que là la puissance ils en ont, ils peuvent pas s'en servir, donc pour l'instant. Mmh. Voilà, alors après, c'est vrai que peut-être que le V4 va leur permettre d'avoir un autre caractère moteur qui va les aider ailleurs, mais faut pas s'attendre non plus à ce que c'est pas parce qu'on aura un V4 dans la Yamaha que la Yamaha elle va gagner forcément des grands prix, quoi. Ouais, non, non, mais c'est très juste ce que tu dis avec le parallèle avec Honda, puisqu'effectivement Honda a un V4 et ben, justement ça nous amène à Johan Zarco qui, était pas très loin de la Q2, hein. On pensait même qu'il aurait pu aller, chercher peut-être une qualification dans la Q1. Ça s'est pas très, très bien passé pendant ces qualifs, donc forcément il part de loin et puis, hier pendant le Grand Prix, il est plutôt pas mal placé. Il est 11e ou 12e pendant un moment et puis finalement, il perd des positions et récupère un point. J'allais dire, c'est encore une course frustrante pour lui ou est-ce que là aussi, on peut quand même tirer quelques petits points, positifs avant cette tournée outre-mer? Ouais, Eric, évidemment, il y a de la frustration quand on a gagné, enfin, on a gagné un grand Johan n'a gagné qu'un Grand Prix, enfin, il s'est battu devant, il a fait des podiums, il jouait devant. Là, se retrouver à se battre pour la 15e place quand on est compétitif, c'est c'est évident. Maintenant, il y a du positif chez Honda, ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Les choses qui ont été, l'aéro qui a été validé là à Misano, amène du mieux, la moto tourne mieux et c'est pas seulement Zarco qui le dit, mais c'est aussi Marini, Mir. Mir a été plutôt content hier soir parce que on l'avait jamais vu, je l'ai jamais vu encore content depuis le début de la saison. Donc la moto tourne mieux. En revanche, toujours, ils ont un problème de grip en sortie de virage. Et là encore, eux aussi, ils ont du mal à accélérer, à utiliser la puissance du moteur, un peu comme la Yamaha, quoi. On a Mmh. l'impression voilà, hein, que le problème des Japonais est. Alors, pourtant, il y a un V4 dans la Honda, il y a un 4 en ligne dans la Yamaha, mais au final, quand on écoute les commentaires des pilotes Yamaha ou des pilotes Honda, on pourrait un peu mélanger tout ça dans un saladier. On a l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui est assez curieux, quoi. Mmh mh.
Là aussi, c'est un problème d'électronique parce que, c'est ce qu'on disait, hein, tant qu'ils avaient leur propre système Honda, ça allait bien, mais là, maintenant, c'est un peu plus complexe. C'est là, en fait, peut-être le principal point faible des «Japonais» entre guillemets? Bah, après, ça fait longtemps que le système Magneti Marelli a été imposé, donc Yamaha, ils ont toujours travaillé avec du Magneti Marelli, donc c'est vrai qu'Honda avait des clés, en tout cas des méthodes Mmh. qui c'est eux qui ont eu le plus de mal à s'adapter au logiciel unique et après au software qu'ils ont dû utiliser. Donc après c'est voilà, c'est l'électronique, c'est aussi l'aéro qui fonctionne avec l'électronique, enfin qui aide aussi le comportement de la moto et on voit que les Italiens, ils continuent à travailler. Alors on a encore vu des nouveautés sur au niveau de la roue arrière. Heu, Ça ils arrêtent pas de bosser, quoi. Donc c'est vrai que dès que les Japonais font un petit pas en avant et ben, Ducati continue à en faire aussi. Mmh. Donc c'est vrai que l'écart, il se comble pas, quoi. C'est Ouais. ça qui est un peu frustrant pour en tout cas pour nos 2 pilotes français, quoi. Mmh mh. Et puis, ces évolutions, je dirais, et pour Fabio et pour Johan, elles sont aussi d'importance parce qu'on l'avait souligné lors de notre dernier débriefing, notamment avec Thomas, c'est que comme on va enchaîner là les grands prix outre-mer, là, il y a moins de facilité. Alors même si on va passer par le Japon, mais ça sera un peu plus tard, mais là, il y a moins de facilité pour, travailler, pour essayer d'apporter des petites choses. Là, on part avec je dirais avec son sac de voyage rempli et il faut faire avec ce qu'on a dans son sac, entre guillemets, hein, je schématise, mais ça va être un peu ça aussi cette tournée. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de pièces, à tester, pouvoir, utiliser. Mais après quelque part, ça va leur permettre aussi de voilà, je pense qu'ils ont défini aujourd'hui un package, en termes de pièces en tout cas et c'est autour de ces pièces qu'ils vont travailler, Mmh. l'électronique, on n'a pas besoin d'amener, des cargaisons de pièces pour travailler dessus. Donc voilà, je pense que ça va leur permettre peut-être aussi de mieux affiner ce qu'ils ont aujourd'hui et peut-être d'y voir plus clair. Ouais, peut-être de moins se perdre quelque part, on peut peut-être aussi le dire C'est comme ça. ça, hein? Alors Ouais, Michel, c'est ce que pardon. disait d'ailleurs, Fabio, hein. Fabio a dit à un moment donné: «On essaye tellement de choses que qu'on sait plus trop, Mmh. on» ils sont c'est vrai qu'il a trop essayé de choses, on le risque est de se perdre effectivement. Mmh mh. Alors Michel, on va maintenant aborder la dernière partie de ce débriefing en officialisant, si l'on peut dire comme ça, quelque chose que l'on savait depuis longtemps, hein. C'était un secret de Polichinelle, tu nous en avais parlé le premier dans Tollback GP. C'est la signature de Jack Miller aux côtés de Miguel Oliveira chez Pramac. Voilà, ça y est, c'est enfin officiel. C'est ça, voilà, c'est officiel comme tu le dis donc avec lui, il va partir, son chef mécanicien, Poupouline qui était, de longue date, avec lui, Mmh mh. qui a été aussi, chez Ducati. Donc c'est encore un binôme, qui avait été pris chez Ducati qui est écarté. On a appris aussi ce week-end que KTM se séparait de Francesco Guidotti, le team manager qu'ils avaient piqué chez Pramac. Donc ça commence après Fabiano Sterlachini qui les avait embauchés, pour remettre en place le service course, donc dont ils se sont aussi séparés depuis le Grand Prix d'Italie. Là, les Autrichiens, en fait, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Il y a d'ailleurs pas mal d'inquiétudes, notamment sur les futurs pilotes, hein. Bastianini, on ne sait pas ce qu'on lui a vendu, quoi. On lui a vendu des gens avec qui connaissait et en qui il faisait confiance. Et là, on se retrouve voilà, avec une organisation qui va revenir 100% autrichienne, avec des méthodes qui sont ce qu'elles sont. Et voilà, donc c'est un peu la politique de la H chez KTM là, et c'est voilà, on se demande un peu ce que ça va donner pour la suite, quoi. Pour en revenir à Miller, avant de revenir sur ce que tu viens de nous expliquer, 4e constructeur, hein, puisqu'il a roulé, Honda au tout début de sa carrière, Ducati, KTM, maintenant, Yamaha. Il était, soulagé, mais est-ce que c'est, du soulagement parce il s'est dit: «Bon, bah, ça y est, je fais encore, 2 ans en MotoGP» ou, ça peut vraiment être la bouffée d'oxygène qu'il attendait après quand même, on va le dire, hein, des saisons chez KTM, largement difficiles. Est-ce que ça peut vraiment l'aider à se relancer, sachant que, bah, la Yamaha est perfectible, qu'on compte sur eux pour faire du développement? Quand je dis qu'on compte sur eux, avec Oliveira et les 2 autres pilotes officiels. Comment tu vois un petit peu son futur à Jack Miller? Écoute, Jack Miller, c'est un peu la roue de secours, enfin, pas la roue de secours, il a un contrat d'un an déjà et il est là parce qu'il est australien et que la Dorna avait besoin d'un Australien pour pérenniser le Grand Prix d'Australie.
Il n'est pas là parce que Yamaha voulait de lui. Yamaha voulait Sergio Garcia. Et voilà, le promoteur du championnat a fait savoir qu'il fallait quand même garder Jack Miller. Donc voilà, il est papa, on le sent moins motivé. Je pense qu'il a moins envie de mouiller la chemise, même si ça reste un battant. Évidemment, on n'est pas pilote de MotoGP pour rien. Mais bon, moi, je le vois plutôt euh, sans dire en roue libre, mais voilà, il va essayer d'amener son expérience, ses connaissances pour essayer de faire progresser les Yamaha, participer à ça. Et je le vois plus dans une phase de redynamisation, on va dire, pour revenir plus fort Mm. dans 2 ans, quoi. Pour moi, il va encore faire un an ou deux en MotoGP et puis soit il ira faire du superbike, soit il rentrera chez lui en Australie s'occuper de sa famille. Ouais. Un super pilote de développement, quoi. En gros, l'année prochaine, ça va être ça, un super pilote test grandeur nature parce il va faire les courses. Oui, après, voilà, il peut faire encore des coups, hein. Jack Miller a un Mm. peu de pluie, des Oui. conditions qui changent, il peut faire quelques exploits. Mais oui, voilà, après, on va l'utiliser, je pense. Enfin, chez Yamaha, on attend, avec son chef mécanicien, ils ont connu la Ducati, ils ont connu la KTM, donc ils ont des choses à apporter. Mmh. OK, ouais, comment dire? Se reposer aussi sur son expérience des marques passées, un peu ce qui avait, séduit Honda en signant, Johann Zarco, l'année passée. Tiens, puisqu'on parle d'Honda, je voulais aussi avoir ton avis, Michel, ou en tout cas si tu as d'autres informations. Il se dit aussi que Puig, Alberto Puig, hein, qui est à la tête de l'équipe Honda, pourrait, quitter le navire à la fin de la saison. Tu confirmes? Écoute, on attend son départ depuis si longtemps que j'attends de voir. Mmh. Voilà, mais bon, quelque part, ça serait logique qu'il quitte le navire. Compte tenu des résultats, toutes les décisions qu'il a prises, il n'y en a pas une de bonne. Que ce soit Lorenzo, Paul Espargaro, écarté Pedrosa. Enfin, Mmh. son bilan, il est quand même pas terrible Ouais. si on reste objectif. Donc, dans n'importe quelle entreprise, quand ton patron prend des mauvaises décisions, au bout d'un moment, on lui demande de laisser sa place. Mmh. Bon, affaire à suivre. On verra ça, En tout cas, notam effectivement, il y a des team managers sur le marché, on l'a dit, Francesco Guidotti est écarté de l'équipe KTM. Il y a aussi Wilco Zilenberg qui quitte l'équipe Trackhouse parce que David Ebrivio a trouvé qu'il faisait double emploi avec lui. Donc voilà, son poste n'est pas renouvelé. Donc là, déjà, ça fait 2 team managers potentiels sur le marché. Donc est-ce que Zilenberg peut remplacer Guidotti chez KTM, vu qu'il est hollandais, un peu des oui. accointances? En plus, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à faire un peu le dos rond, donc avec les Autrichiens, Mmh. c'est un peu ce qu'ils attendent. Et puis Guidotti chez Honda, ça pourrait être sympa. Ouais. Sachant aussi que je serais pas surpris que Livio Suppo essaie de revenir aussi quelque part, parce que ça lui manque. Ah. Mais Ah bon, lui, oui. il a déjà eu son passage chez Honda, donc oui, à Guidotti, en tout cas, ça pourrait être un bon choix pour redonner un peu de peps au Team Honda, qui en plus, on dira plus le Team Honda Repsol, puisqu'il n'y aura plus le Repsol l'année prochaine. D'accord. Bon, bah, écoute, tout ça, ça va être, intéressant à suivre dans les prochaines semaines et puis évidemment, il y aura le passage sur le Grand Prix du Japon à Motegi où on peut-être qu'on aura encore d'autres nouvelles. En tout cas, Michel, merci beaucoup de ta disponibilité entre ces 2 avions. On te souhaite un bon vol jusqu'à Singapour, hein, c'est ça? C'est ça pour commencer, ouais. Pour Enfin, pour commencer et commencer. puis, bah, j'espère que tu vas retrouver Thomas. Bah, écoute, c'est prévu, hein, si c'est pas perdu entre Jakarta et Lombok, Bon. je vais le retrouver. Bon, bah, en tout cas, on vous souhaite un excellent week-end en Indonésie et un très bon Grand Prix qu'on suivra bien évidemment. Merci beaucoup, Michel. Et puis, comme vous l'avez entendu, hein, on va enchaîner donc 3 Grands Prix successifs. La semaine prochaine, ça sera le débrief du Grand Prix d'Indonésie. Et pour le Grand Prix du Japon, on vous le confirmera, mais gardez en mémoire que logiquement, Tollback GP, le débrief du Grand Prix du Japon se fera certainement le mardi pour des raisons de décalage horaire, d'avion, etc. Pour être sûr de retrouver Thomas et Michel. Donc, logiquement, le débrief du Grand Prix du Japon se fera le mardi 6, 7, 8 octobre en principe, mais on vous reconfirmera ça dès la semaine prochaine. Voilà, on espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous rappelle qu'on fera un petit tirage au sort pour gagner le profil du circuit de Misano grâce à notre partenaire Long Lap. On remercie également nos autres partenaires habituels, hein, que ce soit Envie de rouler, que ce soit évidemment Shark et Shoei qui nous ont prêté
des casques pour agrémenter notre studio ou encore FMA. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même endroit, pour le débrief du Grand Prix d'Indonésie. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.